Bonsoir à tous, merci d'être sur RTI 1. Je vous donne les titres pour ce 1er février. Les professionnels de l'eau potable sont réunis à Boaké. Ils planchent sur le bilan des activités du ministère de l'Hydraulique pour l'année écoulée et se projettent dans la nouvelle année conformément aux consignes du chef de l'État. La priorité, fournir de l'eau potable à tous les Ivoiriens. Voilà moins de 48 heures que l'opération de basculement des numéros de téléphone de 8 à 10 chiffres est effective. Déjà, les plaintes fusent, notamment suite à l'usage de certaines applications dans le processus de migration. Mais l'autorité de régulation rassure, aucun numéro du répertoire ne se perd. Le cache-nez, le lavage régulier des mains, la distanciation physique, des mesures recommandées dans la lutte contre le coronavirus. Face au nombre de cas en hausse, le Conseil national de sécurité a décidé le 21 janvier dernier de l'instauration de l'état d'urgence pour mettre l'accent sur l'application obligatoire des mesures barrières. Et puis la Société ivoirienne de télédiffusion a procédé au basculement du signal de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre dans la région du Poro. Tous ceux qui ne disposent pas de kit TNT n'auront désormais plus d'images sur leur poste téléviseur. Bienvenue à tous. Pour améliorer l'accès à l'eau potable en Côte d'Ivoire, le gouvernement a investi plus de 580 milliards de francs CFA en un an. Les professionnels de l'eau potable sont à Boaké afin de dresser le bilan des activités 2020 du ministère de l'Hydraulique, notamment en termes d'investissement, et nous y reviendrons. C'est effectif. Depuis hier, tous les numéros de téléphone en Côte d'Ivoire sont passés à 10 chiffres. Moins de 48 heures après l'opération de basculement, les abonnés déplorent des désagréments liés notamment à l'utilisation de certaines applications dans le processus de migration. Notre reporter a rencontré le régulateur, les opérateurs ainsi que les développeurs de ces applications pour en savoir davantage. Le passage de la numérotation à 10 chiffres est effectif depuis le dimanche 31 janvier dernier. Si l'opération est jugée satisfaisante, cette opération s'est très bien déroulée. Tous les opérateurs ont respecté le programme qui a été établi et nous avons réussi le basculement. Les avis des abonnés sont toutefois mitigés, moins de 48 heures après l'opération. Moi, ça ne m'a pas fatigué. Honnêtement, ça ne m'a pas fatigué. J'ai téléchargé le logiciel et puis bon, j'ai suivi les instructions et puis tout a changé sur mon téléphone. Bon, ça ne me fatigue pas, ça nous arrange. Aujourd'hui même, j'ai essayé d'appeler plusieurs numéros, les collègues, ça passe. Il y a eu des désagréments, naturellement, parce que c'est la première fois. On a un souci avec le WhatsApp. Actuellement, on a perdu pratiquement tous les noms qui sont sur nos contacts. Bon, c'est les numéros seulement qui apparaissent. Pas ce niveau-là, on a des difficultés. Voilà. Donc c'est un peu... Ça suit pour l'instant, ça va. Relativement à ces plaintes de plus en plus nombreuses, les développeurs et opérateurs mobiles expliquent l'origine de ces difficultés techniques. La migration a observé quelques petits désagréments, donc, en particulier avec WhatsApp, qui est dû à une petite incompréhension sur le fonctionnement même de WhatsApp. C'est-à-dire, juste après la migration, quand ces personnes ont choisi de convertir leur numéro à 8 chiffres à 10 chiffres, WhatsApp n'étant pas encore mis à jour pour prendre en charge les numéros à 10 chiffres, l'application a naturellement affiché certaines conversations comme étant anonymes, c'est-à-dire sans le nom. Mais pour ces personnes-là, ce que je peux dire, c'est qu'elles peuvent se montrer patientes. WhatsApp a déjà préparé une mise à jour qui normalement devrait être disponible. Et avec cette mise à jour-là, les noms dans les conversations seront rétablis. Ceux qui reviennent vers nous, on essaie de voir exactement comment est-ce qu'on peut les assister, les accompagner. Et c'est cet effort que nous faisons aujourd'hui. Et pour nous, c'est aujourd'hui l'une de nos préoccupations. Comment est-ce qu'on peut aider ceux qui ont eu des difficultés? Le régulateur rassure. Les contacts sont bien là et nous les retrouvons. Voilà, ce n'est pas perdu. C'est juste un déplacement, c'est aller se loger dans une corbeille. Et donc, avec la démarche qu'on propose aux consommateurs, ils les retrouvent immédiatement. On en a retrouvé plein pour d'autres. Ce n'est pas perdu. Les sites internationaux de paiement et achats en ligne sont aussi touchés par ces perturbations. Selon les premiers responsables de la RTCI, cette situation va connaître une issue heureuse les heures qui suivent après une mise à jour intégrale de ces sites.
Basculement également dans le domaine télévisuel, la société ivoirienne de télédiffusion est passée du signal de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre dans la région du Poro. Ceux qui ne disposent pas de kit TNT ne pourront plus recevoir d'images sur leur poste téléviseur. Ami Sissoko. La migration de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre TNT est désormais effective dans le Poro. La société ivoirienne de télédiffusion IDT, structure en charge du déploiement du réseau et de la diffusion des chaînes de la TNT, a procédé à Korogo à l'extinction du signal de la télévision analogique dans cette région. Au lieu d'aller payer 10 000 francs, si j'ai la chaîne là, je vois plusieurs chaînes cadeaux. Donc, ça me plaît beaucoup. Ça me permet d'économiser. Avec la TNT, la population dispose de 7 chaînes gratuites et sans abonnement, à savoir RTI 1, RTI 2, RTI 3, NCI, A+ Ivoire, Live TV et 7 Info. À ces 7 chaînes s'ajoutent 2 bouquets payants Easy TV et StarTime. Avec la TNT, vous bénéficiez d'une meilleure qualité d'image et de son. Avec la TNT, vous avez la télévision, même en cas de pluie et d'orage. Avec la TNT, vous pouvez par exemple enregistrer vos programmes et les regarder ultérieurement. Il était devenu impérieux de procéder à l'arrêt des émetteurs analogiques, devenus aujourd'hui obsolètes et onéreux dans leur exploitation. Pour preuve, les pièces de rechange de ces équipements ne sont plus fabriqués pour la plupart. Pour recevoir la TNT dans les foyers, il faut un poste téléviseur, un décodeur et une antenne UHF. Le décodeur est à 10 000 francs CFA et l'antenne à partir de 4 500 francs. Plusieurs points de vente de kits TNT sont installés dans toute la région qui a déjà un taux de couverture de plus de 70%. Il suffit d'appeler au 1307 pour avoir l'intégralité des points de vente. Bonne gouvernance, 6 conseillers ont prêté serment devant la Cour des comptes. Ils viennent renforcer les capacités opérationnelles et consolider les acquis dans la lutte contre la corruption. La corruption, une plaie qui ralentit la croissance économique d'un pays. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis un accent particulier sur la lutte contre ce fléau. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a la lourde tâche de prévenir et sensibiliser aux bonnes pratiques. Pour cette mission, l'institution se donne les moyens. 6 conseillers viennent de prêter serment devant la Cour des comptes. C'est véritablement un honneur pour moi d'être là à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Qui dit bonne gouvernance dit intégrité. Et nous allons demander tous en tant qu'impétrants que Dieu nous assiste pour qu'on puisse remplir pleinement notre rôle et qu'on puisse apporter ce qu'on attend de nous. Pour moi, personnellement, l'important, c'est de pouvoir mettre tout en œuvre pour assumer de façon pleine, n'est-ce pas, les charges qui sont désormais les nôtres à la satisfaction de la nation. Ils sont issus de différents secteurs et font désormais partie de cette institution chargée de la lutte contre la corruption. Ils devront apporter leur expérience en vue de contribuer à bâtir une institution forte au service des citoyens. La corruption, c'est un fléau pour tous les pays du monde et particulièrement pour les pays pauvres. Et des études montrent que la corruption peut faire perdre jusqu'à 1 point de croissance quand elle est trop prononcée dans les pays. Donc il convient que la Côte d'Ivoire se donne tous les moyens pour lutter contre ce fléau-là. Cette institution permettra d'améliorer progressivement la place de la Côte d'Ivoire dans le classement mondial sur la perception de la corruption et réduire son impact sur la croissance économique, selon le président de la Cour des comptes. Le point de la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire, le nombre de tests effectués et de nouveaux cas de contamination détectés ce 1er février.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré aujourd'hui lundi 76 nouveaux cas de Covid-19, 488 guéris et 2 décès, pour un total de 1824 cas encore actifs sur le territoire ivoirien. Et face à de tels chiffres, la nécessité de renforcer la vigilance est de mise. Au niveau sécuritaire, un relâchement est noté dans les endroits publics au moment où la pandémie touche une population de plus en plus jeune. Franck Quadio. Riposte et action du gouvernement contre la Covid-19, c'est le 140e point presse. Au niveau sanitaire, la Côte d'Ivoire enregistrait jusqu'à la date du 31 janvier 28 399 cas confirmés, dont 26 818 guéris, 154 décès. Et concernant la quinzaine écoulée, 3 158 nouveaux cas de Covid-19 diagnostiqués sur 45 630 prélèvements analysés, soit environ 7% de l'échantillon. 2238 cas actifs représentant environ 7,88% du nombre total de cas confirmés. En clair, la pandémie est toujours présente. Au total, les cas de Covid-19 ont été multipliés par 5 de décembre à janvier, c'est-à-dire à partir de 1169 à 5909. Et les décès multipliés par au moins 3, on est passé de 5 à 17. Période critique donc, les parents sont exhortés à retenir les enfants testés positifs hors des écoles jusqu'à guérison complète, sans oublier de préciser que la prise en charge à Covid est complètement gratuite en dehors des textes pour voyageurs et la prise en charge effectuée dans les cliniques privées agréées. Au niveau sécuritaire, il me paraît fondé d'indiquer à la suite des autorités sanitaires et sécuritaires nationales que l'heure est extrêmement grave et appeler, ce faisant, sans délai, à une prise de conscience individuelle et collective dans tous les milieux recevant donc du public, mais surtout dans le transport intra- et interurbain où un relâchement fâcheux s'observe depuis un certain temps. Les forces de sécurité entendent donc maintenir la vigilance. Au total, cette dernière quinzaine, 769 établissements, bars, maquis, boîtes de nuit et hôtels ont été visités et contrôlés. Le porte-parole de la police nationale salue la reprise des actions de sensibilisation à ces endroits. Le nombre de cas de Covid-19 à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, reste donc en hausse. Le Conseil national de sécurité a décidé le 21 janvier dernier de l'instauration de l'état d'urgence sur tout le territoire ivoirien. L'intensification du contrôle de l'obligation du port du masque, notamment dans les transports en commun, les services publics et privés et les espaces publics. Jean-Marc Djadji nous propose ce soir un sujet sur l'effectivité ou non de l'application de ces mesures. Commune d'Adjamé, Carrefour Liberté. Ce matin, comme à l'accoutumée, les populations investissent les gares de taxis communaux ou de mini-cars afin de se rendre sur leur lieu de travail. Les commerces sont ouverts, les clients marchandent avec les vendeurs ambulants. Dans ce secteur bien fréquenté par le public, le port du masque est presque inexistant. Dans les transports en commun, passagers et chauffeurs se disputent la palme de l'incivisme. J'ai le masque, mais comme c'est sale, je vais le laisser. Ouais. Donc, je vais acheter l'autre. Ça étouffe. C'est bon, hein, mais vraiment, il fait chaud dedans. C'est pour notre santé. Oh. On va faire comment? Qu'on le veuille ou pas, on va porter. Comme on est dans la rue, là, on se promène ça. Quand on montera dans le véhicule, on portera. Le port du masque est l'une des mesures de prévention qui vise à enrayer la transmission de la Covid-19 et à sauver des vies. Pour le non-port du cache-nez dans les lieux publics et transports en commun, certaines personnes s'expliquent. Le port de cache-nez n'est pas mauvais. En tout cas, c'est très bon pour notre santé. Mais ça dépend du milieu où nous nous trouvons. Et ce qui fait que souvent, il y a des milieux où nous ne portons pas le cache-nez. Sinon, on a nos cache-nez qui sont cachés dans nos sacs, dans nos poches. On arrive dans des milieux où on peut porter. Mais si où nous nous trouvons à Liberté, si vraiment, c'est pas facile de porter parce que nous sommes tous ensemble, c'est les mêmes frères, les mêmes amis. Et quand on porte le cache-nez, peut-être que ça va frustrer d'autres. C'est très dur, le métier est très dur. Mais quand même, on arrive à s'en sortir là. Il y a d'autres qui respectent ça, ils portent.
Il y a d'autres qui ne veulent pas porter parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de moyen pour acheter les cache-nez. Donc dans ça aussi, on les fait descendre. Même constat à Cocody. Aucune mesure préventive n'est respectée. Le masque est rangé aux oubliettes dans certains restaurants et maquis. Mais la vigilance face à la pandémie de la Covid-19 est encore d'actualité pour quelques citoyens. C'est obligatoire. Parce qu'on ne peut pas venir dans un marché sans porter le cache-nez. On ne sait jamais. On ne sait pas qui est devant nous. Donc du coup, on invite tout le monde à porter le cache-nez. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique enregistre à ce jour plus de 2000 cas actifs. Le Conseil national de sécurité exhorte l'ensemble des populations à davantage de responsabilité, de discipline et de civisme dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Nous l'avons vu à l'instant, l'observation des mesures barrières est importante, notamment dans les véhicules de transport en commun, même si cela n'est pas toujours respecté. Les transporteurs ont donc décidé de participer pleinement à leur application. Des responsables de gare distribuent des cache-nez à leurs usagers et les encouragent donc à respecter les mesures de protection. Jean-Luc Mangbo. 3000 cache-nez distribués gratuitement aux chauffeurs, apprentis et passagers des gares et des points de rechargement de la commune d'Adjamé. C'est une initiative de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire, CNGRCI et d'autres responsables d'organisations du transport terrestre. Tout le monde sait ce que c'est que le secteur du transport. Nous sommes un vecteur. Aujourd'hui, là, nous sommes là tout de suite. Dans 5 minutes, nous allons nous trouver à Bobo. Dans 10 minutes, nous allons nous trouver à Cocody, Yopougon, ainsi de suite. Donc, nous, là, nous faisons tout. Donc, nous sommes porteurs d'esprit. Voilà pourquoi nous avons dit il faut que nous soyons protégés, nous-mêmes, les chauffeurs, les transporteurs protégés, les apprentis protégés, tous les acteurs du transport, même les chargeurs, tout le monde est protégé. La situation est très grave. Et c'est ce qui nous a amenés en plein soleil pour faire cette sensibilisation. Et nous disons aussi à nos camarades conducteurs de veiller aux mesures barrières. Nous ne pouvons pas être partout ensemble. Pour les chefs de gare et chauffeurs, les consignes sont claires. Le cache-nez est obligatoire avant tout embarquement. Avec les présidents, nous avons dit à tous nos conducteurs et apprentis de ne pas enlever le cache-nez pour leur propre sécurité sanitaire, pour que la vie soit sauvée et que nous puissions sauver les autres et nous protéger nous-mêmes. Ces acteurs du transport ont été aussi encouragés au respect des autres mesures barrières que sont la distanciation et le lavage des mains. La distribution des cache-nez s'est étendue à plusieurs autres gares de la commune d'Adjamé. Je vous donne maintenant lecture d'un communiqué du Conseil constitutionnel relatif à la période des réclamations concernant l'élection des députés à l'Assemblée nationale, scrutin du 6 mars 2021. Le président du Conseil constitutionnel rappelle que conformément à l'article 98 du Code électoral, le droit de contester une éligibilité à l'élection des députés à l'Assemblée nationale appartient à tout électeur dans le délai de 8 jours à compter de la date de publication de la liste provisoire des candidats par la commission chargée des élections. La commission électorale indépendante ayant procédé le dimanche 31 janvier 2021 à la publication de la liste provisoire des candidats pour le scrutin du 6 mars 2021, les réclamations sont reçues par le Conseil constitutionnel du lundi 1er au lundi 8 février 2021. Les requêtes accompagnées des pièces justificatives devront être déposées au secrétariat général du dit Conseil, 6 au 22 boulevard CAD à Abidjan Plateau. À l'expiration de ce délai, plus aucune réclamation ne sera reçue. Le coordonnateur régional RHDP de Divo dans le Lodibois a entamé une série de rencontres avec les militants de base. Pour une première phase, il a échangé avec les délégués sous-préfectoraux et ruraux. Le point avec Mamadou Kouassi. Investir les villages et hameaux du département de Divo pour mobiliser les populations en vue des prochaines législatives. C'est la mission confiée aux militants et responsables locaux du RHDP par Amédée Kofi Kwaku. Le coordonnateur régional du RHDP du Lodibois invite ses camarades militants à prôner la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble en vue de maintenir le climat de paix dans le Lodibois lors de la prochaine période électorale. Un message bien compris par ses commandos, déterminé à le faire exécuter sur le terrain pour un taux de participation record le 6 mars prochain. Au présidentiel, nous avons fait un taux de près de 92% à Chepo. Le RHDP est vivant à Chepo.
et notre délégué départemental peut dormir tranquille. Quand vous avez un président de la République, qu'aujourd'hui il doit mener des actions qui n'a pas les députés, ce n'est pas sûr qu'il puisse arriver. Au-delà même du RHDP, il y a d'autres des partis politiques qui sont prêts à nous accompagner pour que nous puissions amorcer nos développements au niveau de la sous-préfecture. Il s'agit pour le ministre Amédée Kofi Kwaku, à travers cette rencontre, de faire comprendre aux militants en particulier et aux populations générales l'importance d'accorder la majorité des députés au RHDP. Pour lui, la poursuite de la politique de développement du Lodjibois passe par une campagne électorale apaisée et des scrutins libres le 6 mars prochain. Toutes ces populations, pour elles, la chose importante, c'est le développement. Elles veulent avoir des infrastructures de base qui vont leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie. Donc je pense que c'est pour ça que nous devons être à l'Assemblée nationale pour apporter ce pilier important. Parce que sans l'Assemblée nationale, le président ne peut pas conduire une véritable politique de développement de notre pays. 5 heures, c'est le temps qu'ont duré les différents échanges entre le coordonnateur régional Amédée Kofi Kwaku et la population. D'autres rencontres sont prévues cette fois dans les villages et hameaux pour promouvoir davantage les idéaux du RHDP, mais aussi pour parler de paix et de cohésion. Dans les départements de Tanda et Sandégué, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani a parlé de paix et de cohésion avec les habitants. En outre, le département de Sandégué a reçu lors de cette mission une ambulance et des tricycles. Herman Yamia. Il n'y a pas de répit pour le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani. Depuis quelques semaines, il apporte les différentes pistes des villages du département de Tanda pour remercier les populations pour leur participation massive à l'élection présidentielle du 31 octobre dernier et aussi les exhorter à cultiver la cohésion et la paix afin de favoriser le développement du Zanzan. Je profite de quelques temps qui nous sont impartis pour venir sur le terrain, sensibiliser nos parents, leur parler de paix, de cohésion sociale et surtout les féliciter pour leur comportement à l'occasion des élections présidentielles. La deuxième étape de cette tournée a conduit le ministre de l'Agriculture et du Développement rural à Sandégué. Dans cette localité, il a offert au nom du Conseil Café Cacao une ambulance médicalisée aux populations du village de Namassi. Outre cette ambulance, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani lui-même a offert 3 tricycles aux associations féminines de 3 villages de Sandégué afin de les soutenir dans leurs actions. On attendait que ce jour, et vraiment l'ambulance est là, la souffrance de la population va s'estomper, nos malades seront bien traités dorénavant et nous disons merci au ministre Kobenan Kwasi Adjoumani pour tout ce qu'il fait pour ce village. Pendant la campagne, leur doléance c'était d'avoir une ambulance. C'est une grande satisfaction pour moi d'honorer cet engagement que nous avions pris au nom du président Alassane Ouattara. Kobenan Kwasi Adjoumani a exhorté les populations à toujours faire confiance au président de la République Alassane Ouattara, qui n'a que pour seul souci le bien-être des Ivoiriens. Il est lui aussi en tournée de sensibilisation dans le Moronou. L'inspecteur général d'État se fait le porte-voix du développement. Dans le cadre du projet Impact rapide des régions, il a procédé à la remise d'une ambulance au centre de santé de Nzoué-Kokoré dans le département de Bongouanou. Théophile Awandoli a aussi rencontré sur place les jeunes de la région. Alexis Odraogo. Une ambulance pour le centre de santé urbain de Nzoué-Kokoré dans le département de Bongouanou. Le don repose sur le pays de R, projet à impact rapide des régions, dont la mise en œuvre se veut coup d'accélérateur pour le développement. Ce véhicule frappant de feu va en appointer sauver les vies. C'est pourquoi j'exhorte le personnel de cette structure à accorder une attention particulière à l'utilisation de cet important outil de travail. Président de la cérémonie, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli, au nom du chef de l'État, a remis officiellement les clés du véhicule qui vient faciliter les évacuations de malades. Suite à cette action, l'inspecteur général d'État a rencontré la jeunesse de Mbato à la résidence du préfet et celle de Bongouanou à la préfecture de la localité. Il les a exhortés à ne pas se laisser manipuler par les hommes politiques. Je voudrais que vous comptez sur nous pour vous aider. On ne le fait pas suffisamment. Pour vous aider à vous insérer
dans la vie active, à vous insérer professionnellement. C'est la meilleure chose que nous, on peut faire pour vous. Pardon. Je vous demande pardon. Que ce qui s'est passé soit derrière nous et très loin derrière nous et que ça ne revienne plus jamais. À quelques semaines des législatives, si la cohésion est de retour dans la région, les comités de veille, eux, sont à pied d'œuvre pour maintenir la flamme de la paix. Éducation nationale, enseignement technique et formation professionnelle, la ministre Kandia Camara a inauguré un centre de développement professionnel. Il va former le personnel de l'éducation, aussi bien français qu'ivoirien, afin de mieux outiller ces professionnels dans la transmission du savoir. Le point avec Didier Nguessan. Le lycée international Jean Mermoz d'Abidjan se dote d'un centre de développement professionnel. Il est dédié aux métiers de l'éducation et de la formation, notamment l'enseignement et le management d'un établissement scolaire. Les formations à distance ou en présentiel sont accessibles pour toutes les filières et s'adressent aux étudiants, à partir du Bac+2, aux enseignants et au personnel d'encadrement, qu'ils soient français ou ivoiriens. Les formations proposées seront certifiantes et qualifiantes. Elles permettront aux enseignants d'obtenir des diplômes d'État reconnus aussi bien en France que dans l'Union européenne. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, s'est réjouie de l'effectivité du centre de formation qui vient renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France dans le domaine de l'éducation. Une telle initiative contribue à l'amélioration continue des performances individuelles et collectives des acteurs clés du système éducatif. Elle s'inscrit ainsi dans la dynamique du développement du capital humain qui occupe une place de choix dans l'action gouvernementale en matière d'éducation-formation, conformément à la politique éducative nationale telle que pensée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Jusqu'au 5 février, plusieurs ateliers et conférences seront animés sur les problématiques de l'éducation au sein du Centre de développement professionnel. Pour améliorer l'accès à l'eau potable en Côte d'Ivoire, le gouvernement a investi plus de 580 milliards de nos francs en une année. Et pour plancher sur les défis de cette nouvelle année, les professionnels de l'eau sont réunis à Boaké. Ce sont plus de 580 milliards de francs CFA investis dans le domaine de l'eau potable en Côte d'Ivoire. Bilan dressé par le ministre de l'Hydraulique au cours de la deuxième édition du séminaire Bilan 2020 des activités du ministère de l'Hydraulique à Boaké. Les professionnels de l'eau potable ont fait le bilan de tous les projets réalisés pour améliorer l'accès à ces liquides précieux. En dépit de la Covid-19, de nombreux progrès sont à noter. À Abidjan, nous avons lancé le 8 mai 2020 à Yopougon le projet APTF. Ce projet d'un coût global de 47 milliards viendra résoudre en urgence le problème d'eau potable dans 155 quartiers et sous-quartiers. À l'intérieur du pays, plusieurs projets structurants ont été également lancés en 2020, dont le grand projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville de Boaké, et d'un coût global de 169 milliards 289 millions de francs CFA. Le projet des 12 villes d'un coût global de 170 milliards. Les villages ne sont pas en marge de la volonté affichée du gouvernement de réduire les difficultés liées à l'accès à l'eau potable. Réparation, réhabilitation des pompes à motricité humaine, 6 009 réalisés sur 5 339 prévus, soit un taux de 112%. Remplacement des pompes obsolètes, 3 004 réalisés sur 2 997 prévus, soit un taux de 100,23%. Laurent Tchagba a affirmé que le combat pour l'accès à l'eau potable va continuer en 2021. Comme perspective pour l'année 2021, nous allons d'une part poursuivre les projets en cours et d'autre part entamer de nouveaux projets dont
le projet de réalisation du système d'alimentation en eau potable dans 200 chefs-lieux de sous-préfecture non encore équipés. Toujours à l'intérieur du pays, le projet de la prise en compte de 169 localités déficitaires en eau potable. Ce rendez-vous annuel a été l'occasion pour le ministre de l'Hydraulique d'exhorter ses collaborateurs à résoudre définitivement la question de l'eau potable en Côte d'Ivoire. Hier dimanche, un incendie s'est déclaré dans la commune de Cocody, zone engrais 7e tranche. 27 baraques ont été touchées, dont une vingtaine totalement ravagées par le feu. Pas de perte en vie humaine. Amadou Ouattara s'est rendu sur les lieux. Il est 20h15 lorsque nous arrivons sur les lieux de ce sinistre survenu à Engrais 7e tranche dans la commune de Cocody. Les sapeurs-pompiers militaires, arrivés un peu plus tôt, avaient déjà maîtrisé les flammes. J'étais à la maison et puis il y a ma fillette qui m'a dit qu'il y a la maison d'à côté qui prend feu. Donc automatiquement, je suis descendue. Donc le premier réflexe que j'ai eu, c'était d'appeler les pompiers. J'ai eu à faire 2 appels. Ça n'a même pas duré, ils sont arrivés. Parce que, imagine, ils n'étaient pas là, la maison d'à côté allait prendre feu. En tout cas, ils ont été très rapides et ils ont fait un boulot remarquable. Pour l'heure, l'origine du feu n'a pas été communiquée par une source officielle. Cependant, les victimes évoquent la non-maîtrise d'une bouteille de gaz. Rien ne reste, tout est brûlé, tout. Et par les renseignements, on dit que c'est une petite fille qui a allumé le gaz et puis c'est explosé. Sur 27 baraques, plus de 20 sont totalement partis en fumée. Des vêtements, du mobilier de maison et des appareils électroménagers ont pu être épargnés grâce au professionnalisme des éléments du groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. Nous avons empêché le feu de s'étendre aux locaux attenants en moins de 15 minutes. La difficulté principale que nous avons eue, c'était à cause des populations. Les populations qui nous dérangeaient un peu dans notre action, dans notre élan, qui ne voulaient pas céder le passage. À notre arrivée, il y a eu des explosions de bouteilles de gaz. Dieu merci, aucune perte en vie humaine, aucune victime, pas de blessés. Au moment où nous quittons les lieux, plusieurs victimes ont affirmé qu'elles passeront la nuit à la belle étoile. Dans l'actualité internationale, en Somalie, au moins 5 civils ont été tués et 10 personnes blessées lors d'une attaque des Chebab dans un hôtel de Mogadiscio. Une voiture piégée a explosé devant l'hôtel. Des hommes armés ont ensuite investi le bâtiment et échangé des coups de feu avec le personnel de sécurité. Le ministère de l'Information a précisé qu'une des victimes est un ancien général très connu en Somalie. Et selon les Chebab qui ont revendiqué l'attaque, c'était bien lui leur cible principale. Et puis les militaires birmans qui ont pris le pouvoir ce lundi 1er février, ils ont annoncé l'arrestation de la première ministre Aung San Suu Kyi et la mise en place de l'état d'urgence pour 1 an. Une annonce qui a aussitôt fait réagir la Chine. Elle lance un appel à la stabilité du pays. Le secrétaire général des Nations Unies, lui, a fermement condamné l'arrestation d'Aung San Suu Kyi et des autres dirigeants politiques. Les tensions intercommunautaires qui minent la Birmanie et le drame des Rohingyas refont surface. Merci de vous informer sur RTI 1. Agréable fin de soirée à tous. Bonsoir.